Bonjour, Madame Casbon. Avec vous, Talia Komi. Et aujourd'hui, Juliane, Léna et moi allons vous interviewer. Nous sommes extrêmement honorés et fiers de vous accueillir aujourd'hui sur notre web radio du LFIV. Pourriez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Nous sommes impatientes d'en apprendre davantage sur vous. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre accueil, très chaleureux et je suis ravie moi aussi et honorée d'être avec vous aujourd'hui et de pouvoir échanger. Alors me présenter très rapidement, moi je suis sénatrice française de l'étranger. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Française de l'étranger, ça veut dire que comme certains Français, je réside en dehors du territoire national dans un pays qui m'accueille et je suis aussi représentante par mon statut d'élu, des Français au Sénat. Ça veut dire quoi être représentante au Sénat? Ça veut dire défendre certaines idées politiques et voter des lois en conséquence ou en proposer. Et sachez que pour ma part, j'ai aussi proposé une loi qui vous touche de près, qui est une loi sur la formation des personnels au sein de l'enseignement français à l'étranger avec la création d'instituts régionaux de formation. Il y en a 16 à travers le monde. Et ensuite, mon deuxième temps de travail en dehors d'être à Paris et au Sénat, au Palais du Luxembourg, c'est aussi de me déplacer en circonscription à travers le monde pour rencontrer particulièrement les acteurs des établissements français à l'étranger. Et aujourd'hui, c'est ce qui me donne la chance d'être avec vous. Merci. Et pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours professionnel? Oui, alors très rapidement, moi j'ai fait mes études en France et ensuite, après avoir fait des études en économie et gestion et un peu de droit, j'ai passé le concours de professeur et je suis devenue enseignante. Je suis partie travailler quelques années à Paris. Je suis revenue ensuite du côté de la Charente et Charente-Maritime. Et puis, au bout d'un moment, j'ai considéré que j'avais fait le tour de ce métier d'enseignant et que je voulais prendre d'autres responsabilités. Et j'ai passé le concours de chef d'établissement, autrement dit, ce que vous connaissez par le terme de proviseur aujourd'hui ou principal quand c'est dans un collège. Je suis restée 3 années en France, comme c'est obligatoire pour ma formation. Et je suis partie ensuite à l'étranger et je suis devenue proviseur à l'étranger. Et après, je me suis engagée en politique. Et alors, justement, comment et quand vous est venue l'idée de vous consacrer à la politique et d'entrer au Sénat? Et pour quelles raisons, si vous pouvez nous les dire? Alors, en fait, la raison est venue un peu à moi, plutôt que l'inverse. J'ai eu la chance de diriger un établissement qui s'est retrouvé un temps en difficulté jusqu'au point d'annoncer sa fermeture. Et avec toute l'équipe, quand je dis j'ai eu la chance, c'est que nous avons créé les conditions d'inverser la tendance, c'est-à-dire d'un établissement qui ferme, on s'est retrouvé avec, au contraire, une mise en place d'une dynamique où tout le monde s'y est mis pour faire en sorte que non seulement on ne le ferme pas, mais que désormais, après 3 années de travail, il y ait beaucoup d'élèves qui veuillent s'y inscrire et il y avait même à la fin des listes d'attente. Donc cet établissement est passé d'un établissement qui devait fermer à un établissement qui s'est développé. Et du coup, dans, vous savez, l'environnement des lycées français, il y a des élus. D'accord? Et parmi les élus à l'époque, puisque cette école devait fermer, il y avait un député. Et le député de l'époque est venu me rencontrer et à partir de là, il m'a expliqué que lui était engagé auprès à l'époque d'un ancien ministre qui s'appelle toujours Emmanuel Macron et que lui avait changé de couleur politique, enfin du moins se sentait plus très proche de ses idées passées et avait rejoint son équipe. Et de fil en aiguille, on a discuté. Et il essayait de me convaincre quelque part de m'impliquer dans ce mouvement politique.
Bon, j'ai écouté un peu d'une oreille et à partir de là, j'ai trouvé que les idées défendues étaient plutôt bonnes et que je m'y retrouvais, ni de droite ni de gauche, tout à la fois en étant sur une logique où on est plutôt pragmatique que théorique. Et du coup, j'ai décidé de m'investir. Et de fil en aiguille, eh bien, on a considéré que mon profil pouvait être intéressant pour devenir député. Et c'est comme cela que, eh bien, en mai, j'ai quitté mon établissement scolaire, un peu à la surprise générale, et j'ai été retenue pour représenter le président de la République sur la 5e circonscription des Français de l'étranger, autrement dit l'Espagne, le Portugal, et Monaco et Andorre. Et ensuite, eh bien, je me suis retournée vers une circonscription beaucoup plus grande, au Sénat. Et c'est comme ça que je suis devenue sénatrice. Voilà comment je me suis engagée en politique, et aussi par idéologie, parce que je voulais aussi assumer publiquement ma lutte contre la montée des extrêmes, et particulièrement l'extrême droite. Vous avez parlé de la fermeture de l'école. Bien sûr, vous avez affronté des grands défis. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-uns ? Des grands défis, c'est-à-dire professionnels dans ma carrière, politique. Est-ce que tu peux préciser un petit peu la question ? Dans votre carrière. Politique ? Exactement. Les grands défis, je dirais qu'ils sont à travers des projets de loi que nous avons dû voter aussi, parce que vous savez que la société française est une grande démocratie, mais qu'il n'est pas toujours facile de changer certaines habitudes, et il faut trouver l'adhésion pour pouvoir être convaincant. Et parmi les grands défis, celui qui est certainement à mes yeux le plus grand aujourd'hui, c'est d'arriver à convaincre les Français que certaines réformes sont encore à mener. Et quand je parle de réformes, ça veut dire, pour trouver un synonyme, certains changements sont encore nécessaires pour rendre notre pays, je dirais, encore plus attrayant, efficace, et peut-être avoir la chance d'améliorer le quotidien encore des Français. Voilà pour moi un des grands défis politiques, en tout cas. Et alors, est-ce que vous avez des raisons vraiment spécifiques pour lesquelles vous aimez votre métier ? Alors d'abord, sénateur n'est pas un métier. Moi, mon métier, c'est dans l'éducation, et c'est à la base d'être proviseur. C'est pour ça que j'ai été formée et que j'ai appris pendant toutes ces années. Maintenant, la fonction de sénatrice est temporaire. C'est une élection qui dure 6 ans. Pour ma part, ce sera 5 parce que le Covid étant passé par là, le mandat a été réduit d'1 année. Mais donc, à la question comment je le vois, c'est ça, non Pourquoi vous aimez pourquoi je l'aime ? Parce que d'abord, j'aime être un porte-parole, quelque part, à savoir venir sur le terrain, vous écouter, et ensuite défendre et me battre pour les idées qui correspondent aux miennes, mais aussi dont je m'inspire sur le terrain. Et pourquoi j'aime ce métier ? Cette fonction, parce qu'au fond, on est à un poste où on change aussi la vie des gens, quelque part, par les lois que nous votons. Et moi, j'essaye, en tout cas, dans la dynamique qui est la mienne, de la changer, la vie des gens, mais je l'espère en tout cas en mieux pour eux. Voilà, sans penser à leur place, mais en tout cas avec beaucoup de bonnes intentions. Eh bien, j'essaye toujours de trouver, du moins, cet équilibre entre conviction et surtout force de proposition pour convaincre les Français que nous faisons aussi les bons choix politiques avec eux. Et alors, pour parler un peu plus de votre venue au Bahreïn, serait-il possible de savoir quelle est la raison qui vous a fait venir ici aujourd'hui, et voilà, vos objectifs à la suite de cette visite ? Alors, avant tout, c'est vous. Puisque s'il n'y avait pas eu de lycée français, je ne serais peut-être pas venue aussi rapidement, en tout cas, puisque je privilégie mes déplacements où il y a des lycées français.
Donc déjà, ça c'est une raison. C'est aussi pour rencontrer les élus, parce que moi je suis une élue, mais il y a d'autres élus. Il y a ce qu'on appelle des conseillers français de l'étranger. Et ce sont eux qui aussi élisent les sénateurs. Et du coup, il est important pour moi de rendre hommage aussi à leur travail. Donc, si vous voulez, ma venue tient à plusieurs, on va dire, éléments. Et parmi les plus importants, le plus important, il y a surtout l'envie de rencontrer les acteurs dont vous faites partie de cette école française. Comment décrivez-vous votre grande expérience en tant que membre de l'Assemblée nationale pour la 5e circonscription de France résidant à l'étranger? Ça veut dire, quelles étaient vos réalisations les plus marquantes? Alors ça, c'est quand j'étais députée. C'était avant. Maintenant, je suis devenue sénatrice. Oui. Alors, lorsque j'étais députée, je suis partie en mission qui m'avait été donnée par le Premier ministre à l'époque et le ministre des Affaires étrangères et de l'Éducation nationale, justement pour faire un diagnostic sur aujourd'hui le fonctionnement des écoles françaises à l'étranger. Et ensuite, à partir de ce diagnostic et de ces échanges avec plus de 800 personnes à travers le monde et à Paris, eh bien, en tirer des propositions. Et ça a été certainement, je dirais, un des points majeurs de ce mandat de députée. Maintenant, en tant que sénatrice, il y a aussi la proposition de loi que j'ai évoquée tout à l'heure. Puis après, beaucoup d'autres choses, entre autres mes déplacements à travers le monde. Et puis, bien sûr, vous devez beaucoup voyager en tant que sénatrice des Français à l'étranger, mais est-ce que vous avez vraiment une région où vous prévoyez d'aller vraiment le plus vite possible, ou vous faites un peu comme Ah non, vous alors le je sentez? vais partout, sur tous les continents, mais par contre, je vis moi-même en Espagne. Donc il y a, par définition, un pays dans lequel je me rends beaucoup plus que les autres, parce que j'y ai ma famille, c'est l'Espagne, mais après... je vais partout à travers le monde. Il y a quelques semaines, j'étais en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il y a très peu de temps, j'étais en Amérique centrale. Et là, aujourd'hui, je suis parmi vous et je serai dans les prochains jours au Qatar et au Koweït. Et ensuite, je pars au mois de juin en Asie, faire la Chine et la Corée. Et à la rentrée de septembre, j'irai faire l'Amérique du Sud sur des pays... où on va un peu plus rarement, tels que le Paraguay, l'Uruguay et le Pérou. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu l'étendue. Et je n'ai pas de zone privilégiée, je vais partout où il y a des lycées français. Vous avez parlé l'espagnol? Je parle un peu l'espagnol, oui. Oui. C'est génial. Merci, mais on va pas se mettre au défi, je suis sûre que tu gagnerais. Et, alors... vous avez parlé d'études en droit et en économie, mais est-ce que vous avez dû faire d'autres études pour ensuite accéder à la fonction de sénatrice? Et aussi, est-ce que vous avez des compétences en particulier qui vous ont permis de supporter en fait la charge de cette fonction ou d'y accéder? C'est une très bonne question. Non, il n'y a pas d'études spécifiques. Quand on veut travailler dans le domaine de la politique, il y a des études spécifiques pour ça, mais là, on en fait un métier. C'est-à-dire qu'on devient haut fonctionnaire ou fonctionnaire, on passe par des écoles, Sciences Po, comme vous pouvez l'imaginer, l'ENA et autres grandes écoles, mais ça n'a pas du tout été mon parcours. Moi, je suis une élue. Autrement dit, demain, si vous avez la nationalité française, eh bien, vous pouvez prétendre également à devenir peut-être sénateur ou sénatrice ou député, en tout cas représentant des Français. Et il n'y a pas d'études. Il y a parmi les compétences ou je dirais les qualités à avoir, déjà une essentielle, c'est croire en soi et ne laisser jamais personne douter qu'on peut réussir. Et la France a cette, je dirais, caractéristique de donner sa chance à tout le monde, quoi qu'on en dise. Et on me donne... Enfin, j'ai du mal à croire le contraire pour une simple et bonne raison, c'est que rien dans ma vie ou dans l'histoire de ma famille ne me destinait à être un jour dans ces fonctions-là. Rien. Ni un héritage transmis d'un monde politique,
ni même, je dirais, une condition sociale qui aurait fait que j'aurais pu côtoyer un certain nombre de sphères qui m'amèneraient à faire de la politique. Non, c'est simplement, j'ai envie de dire, pour moi, une détermination à prendre mon destin en main et qu'il ne soit pas mis entre les mains de quelqu'un d'autre. Parce que, vous savez, je crois beaucoup en cette phrase et que vous connaîtrez peut-être, et je vous le souhaite un jour, c'est celle de donner la vie à quelqu'un. Et quand on donne une vie, de mon point de vue, je ne considère qu'elle ne vous appartient pas. Donc, elle n'appartient qu'à celui à qui on l'a donnée. Et en cela, c'est à lui d'en faire ce qu'il souhaite. Et ni être déterminé par les siens, mais ça, c'est mon point de vue, hein, je le redis. Et c'est comme ça que moi aussi, je me suis construite, c'est-à-dire que en ayant des convictions, mes propres convictions, et en considérant que on pouvait avoir une très bonne éducation familiale, on pouvait avoir de très bons repères grâce à l'école, mais qu'ensuite, sa propre condition, c'est à nous de nous la forger et à nous de déterminer ce qu'on sera. Voilà, en tout cas, quelle a été, moi, ma ligne de conduite pour en arriver là. Et donc, je dirais avoir ces qualités-là, peut-être de détermination à être ce que là, on a envie d'être. Mais est-ce que, quand vous étiez petite, est-ce que vous avez le rêve d'être une sénatrice? Ah, mais jamais. Mais il n'y a même pas encore 10 ans, j'avais ce rêve. D'ailleurs, ça n'a jamais été un rêve. C'est juste, je dirais, pour moi... comment dire, une occasion et surtout, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui est considéré que plutôt que de râler dans son coin, il fallait prendre des responsabilités. J'ai jamais aimé les gens enfin, l'attitude des gens qui sont tout le temps en train de critiquer, mais n'essayent pas de changer les choses. Et du coup, je fais partie des gens qui, au bout d'un moment, se disent bon, c'est bon, ça suffit. Allons-y, quoi, faisons-le, puisqu'on critique, prenons sa part et allons essayer de changer les choses. Et c'est comme ça, de manière complètement, je dirais, pas fortuite, mais du moins opportuniste, mais pas au sens d'être quelqu'un qui cherche à tout le temps essayer de réussir. C'est pas du tout ni ma vision, ni mon état d'esprit. C'est juste de dire, il y a une opportunité, elle se présente à toi, ne la laisse pas passer. C'est tout. Voilà comment moi je réagis dans la vie et que j'invite d'ailleurs tout le monde à réagir. Parce que y a beaucoup de gens qui hésitent, qui sont là, j'y vais pas, je le fais pas, qui se font prier. Mais il y a d'autres personnes qui vont saisir à votre place cette opportunité. Donc moi, je dirais, c'est comme ça que j'ai accédé à ces fonctions. C'est en voyant une opportunité qu'on m'a offerte et en ne la refusant pas et en la saisissant. Oui, alors pour terminer la question, quels sont vraiment les problèmes majeurs que les Français rencontrent à l'étranger et est-ce que vous pourrez nous partager plusieurs solutions ? Oui, alors les Français, d'abord je rends hommage aux Français de l'étranger qui sont, je dirais, dans leur grande majorité très constructifs et acceptent volontiers de considérer que quand on est par définition à l'étranger, on n'est pas en France et qu'on n'a pas accès aux mêmes services qu'on peut avoir en France. Et puis parmi les Français qui sont toujours un peu ceux qui râlent, parce qu'il y en a, et ceux qui se plaignent, alors parfois ils le font à juste titre, parce qu'ils peuvent se retrouver avec des difficultés pour obtenir un passeport, pour obtenir certaines, je dirais, accès à certaines démarches administratives, mais parmi les plus grosses difficultés qu'on me remonte, ce sont souvent un peu de cette nature-là. On a du mal à faire ses papiers. On a peut-être des difficultés à percevoir les bourses lorsqu'on est français, qu'on scolarise ses enfants dans des écoles françaises. Mais je dirais en grande majorité, ce sont des problèmes qui se règlent très facilement et souvent, ça tient souvent à l'impatience des gens plus que vraiment à des dysfonctionnements. Donc après, je leur rappelle qu'on a de la chance d'être français, même à l'étranger, qu'on a des services tout près de chez nous à travers les services consulaires. On peut faire nos papiers pas très loin de chez nous, quoi qu'on en dise, ou par dématérialisation, c'est-à-dire par Internet aujourd'hui. Donc je les invite souvent à prendre conscience que leurs difficultés ne sont pas très, très importantes et qu'on va trouver ensemble des solutions.
Madame, on a compris de vous que c'est pas tard du tout de commencer ou de changer la vie. Alors, quelle est votre vision de l'avenir de la République en marche, LREM, en tant que parti politique en France? Et c'est-à-dire, quelles sont les valeurs et les idées que vous défendez en tant que membre de ce parti? Ah, bon, alors là, on va prendre beaucoup de temps et j'ai cru comprendre qu'on était un peu tenu par le temps. D'abord, LREM n'est plus le groupe politique auquel j'appartiens puisque désormais il a fusionné avec d'autres groupes politiques qui s'appellent Renaissance. Et aujourd'hui, je dirais l'enjeu majeur, c'est vraiment de retrouver une conscience citoyenne, faire en sorte, et ça c'est le plus gros défi, je dirais, de notre mouvement politique, c'est de se réconcilier avec tous les gens qui ne votent pas aujourd'hui, parce que c'est ça le problème de notre démocratie, c'est que beaucoup se désintéressent de la chose politique et même de leur engagement citoyen. Et c'est pour ça qu'en conclusion, si je vais non seulement vous inviter à vraiment travailler, vous, en tant qu'élève des lycées français, sur la citoyenneté, sur la nécessité de ne pas laisser son destin nous échapper, qu'aujourd'hui, le plus beau droit que nous ayons, et particulièrement en France, c'est le droit de vote, le droit de choisir qui nous dirige et le droit de choisir ceux qui demain seront et feront la destinée de notre pays. Donc, inviter tous les Français et tous les enfants français que vous connaissez à convaincre leurs parents d'aller voter aux prochaines élections européennes et surtout de faire les bons choix politiques. Je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude pour cette interview magnifique et extraordinaire. C'était un véritable honneur de vous interviewer au nom de la web radio du LFIB. Je vous adresse nos remerciements les plus sincères avec tout mon amour. Merci, vous avez été magnifique vous aussi. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le technicien, merci. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt.